Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une nouvelle fois Bruno Odrewski pour un nouvel entretien. Cette fois-ci, ce n'est pas sur l'actualité récente comme nous avions eu l'occasion de le faire, notamment à propos de la Biélorussie ou de la Pologne, mais nous restons pas loin. Nous allons parler de la question ukrainienne chez Léon Trotsky, puisque en fait, cette émission s'inscrit dans le cadre d'autres émissions que je fais à propos du vol de Piatakov, la collaboration tactique entre Trotsky et les nazis. Je viens de citer le titre et le sous-titre de l'ouvrage de trois Italiens, Bourgeot, Leoni et Sidoli, paru en français en septembre 2021 et dont l'édition originale remonte à 2017. Et c'est un livre absolument essentiel pour comprendre quelle a été la stratégie très trouble de Trotsky dans les années 30, dont une partie a été révélée lors du second procès de Moscou en janvier 1937. Et c'est un livre qui s'appuie sur beaucoup d'éléments, comme vous le savez. Je pense que vous m'avez beaucoup écouté sur cette question des éléments corroborants de ces procès. Ici, il ne s'agit pas de prendre ces procès à la lettre, il s'agit de voir s'ils sont corroborés par d'autres faits, et notamment beaucoup de choses qui proviennent des archives de Trotsky, des contradictions dans les discours trotskistes, et un élément, à mon avis, absolument central, c'est la question des 4 articles, pas moins, 4 articles écrits par Léon Trotsky entre avril 1939 et septembre 1939 pour l'indépendance de l'Ukraine. Il ne prend pas position pour l'indépendance de l'Ukraine avant avril 1939 et pas après cette date. C'est vraiment un moment, et comme on sait, il prend position pour l'indépendance de l'Ukraine après l'Anschluss, après les accords de Munich, au moment où Hitler fonce vers l'Est. Effectivement, on pourrait penser que c'est tout à fait accablant. J'en parlais aussi avec Agnès Lacroix, pour qui Ukraine, ça veut dire État, enfin, région travaillée par le Reich, et elle remonte même jusqu'au Second Reich. Mais il me semblait que c'était absolument essentiel d'en parler avec Bruno Drewski, qui est spécialiste de la région, historien de la région. Il est, pour le présenter rapidement, il est maître de conférence à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales, dans le domaine polonais. Il connaît effectivement très bien l'histoire des pays de l'Est. Mais peut-être, avant d'aborder, donc il s'agirait de comprendre ce que signifie pour Trotsky demander l'indépendance de l'Ukraine à cette date, ce que je voulais savoir, ce que Bruno Drewski en pense. Mais d'abord, peut-être, bonjour Bruno, et peut-être si tu peux nous dire déjà tes impressions par rapport au livre Le vol de Piatakov. Oui, alors évidemment, le livre apporte beaucoup d'éléments nouveaux. Oui, oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on connaissait déjà, ou enfin, qu'on suborderait déjà, mais disons, il apporte un certain nombre d'éléments éclairants sur ce qu'on pouvait déjà subodorer, en particulier concernant les procès de Moscou. Moi, personnellement, les procès de Moscou, la thèse qu'on a avancée, qui est connue, archi connue, selon laquelle tous les accusés de Moscou, comme un seul homme, étaient manipulés suite à des pressions, des tortures, etc., m'a toujours semblé, comment dire, difficilement crédible, ne serait-ce que parce que, vu le nombre quand même de personnes et le nombre de procès, il y en a plusieurs, il y a toujours, on n'est jamais un marionnettiste n'est jamais à l'abri d'un accroc, d'une évolution imprévue, d'un soudain retournement d'un témoin ou d'un accusé, etc. Donc, à moins d'imaginer que les staliniens, entre guillemets, pouvaient mettre déjà à l'époque une puce dans le cerveau des accusés et des témoins, disons que ça, pour moi, il y avait quand même quelque chose, ça paraissait beaucoup trop complotiste pour le coup, d'imaginer que toute la machine était hyper bien huilée de A à Z, et que donc le pouvoir ne risquait rien en manipulant. Bon, donc déjà, Avec des procès qui sont publics, hein, il faut bien le dire, devant la voilà, c'est presse ça. Ou internationale. bien Voilà. des personnes qui sont loin d'être communistes ou qui sont même très anticommunistes, des diplomates, etc. Bon, donc, vraiment, à moins d'avoir la conviction que l'URSS de l'époque était vraiment une machine totalitaire, totalement bien huilée, et mieux huilée que le Troisième Reich, parce qu'il a eu quand même, le Troisième Reich, la surprise de Dimitrov à son procès quand Au même. procès du Reichstag,
ce qui veut dire que pour le coup, le diabolisme stalinien aurait été incomparablement plus efficace que l'hitlérien. Bon, ça me paraissait quand même toujours un peu étonnant. Alors bon, j'aurais souhaité que le livre que tu as publié, le vol de Piatakov, ait donné lieu à un véritable débat avec les différents partisans des différentes thèses, ce qui visiblement n'est pas le cas et on ne s'achemine pas dans cette direction. J'aurais vraiment aimé un véritable débat. Moi, comme je dis toujours, je suis ni stalinien ni trotskiste, en ce sens que si Trotsky avait mené le prolétariat à la révolution mondiale, j'aurais sans doute été trotskiste. Boukharinien si c'était Boukharine qui l'avait réalisé et je ne sais pas quoi encore. Bon, le fait est que l'histoire a tranché, hein, bon, et que on est obligé d'en tenir compte quand même. Donc voilà, donc ça c'est disons mon impression générale. Oui, c'est sûr qu'on ne s'achemine pas vers un débat, parce que pour l'instant, force est de constater que quand il répond, je pense à l'article de Jean-Jacques Marie, il répond systématiquement à côté, il ne répond pas Oui, sur c'est les arguments. ça. Mais c'est-à-dire oui, parce que visiblement, ils sont gênés. Mais on aurait pu imaginer, parce que bon, les trotskistes sont connus, entre autres, pour leur capacité à débattre et parfois à couper les cheveux en quatre, selon l'opinion d'un certain nombre de personnes. Mais on aurait donc pu s'attendre à ce qu'ils saisissent la balle au bon et, quitte à faire traîner le débat ou à le faire dévier, ou etc., au moins entretenir la flamme du débat. Or là, on a, je dirais, une capitulation en rase campagne, avant même d'engager tout débat, ce qui est totalement contraire à la tradition trotskiste, pour le coup, qui est de toujours essayer de chercher la polémique, le débat. Mais je pense qu'ils sont réellement gênés, c'est-à-dire qu'ils n'ont réellement rien à dire. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que c'est révélateur du fait qu'il y a un point qui est gênant, alors qui est d'autant plus gênant que dans toute cette histoire, si je peux dire, il y a le nom de Brouet qui s'y mêle, on peut difficilement l'accuser d'être stalinien ou complotiste, je ne sais quoi. Donc évidemment, on est dans une situation qui est atypique et qui explique pourquoi on ne pourra pas sans doute avoir de débat sur la question. Alors bon, c'est pas si grave que ça, parce que l'essentiel, fondamentalement, c'est pas tant le combat des chefs, si je peux dire, c'est ce que le public en retire. Le public, il est libre de lire, il est libre de discuter, de penser par lui-même, et l'absence de débat est aussi une façon de montrer qu'il y a quel est le camp, si je peux dire, qui est en position de force, enfin, qui apporte des éléments qui sont pertinents, et s'ils ne sont pas pertinents, on attend ceux qui pourront apporter la contradiction et apporter d'autres éléments. Pour le moment, l'état des recherches va plutôt dans le sens dans lequel on est arrivé, c'est qu'effectivement, ce qui d'ailleurs d'un point de vue strictement tactique et logique, c'est que toutes les forces qui, en URSS, étaient, pour toutes sortes de raisons, en opposition contre la ligne, disons, dominante, ont eu tendance à coopérer en soi. C'est pas extraordinairement étonnant. On a connu ça à plusieurs reprises dans l'histoire, et c'est quelque chose de logique. Alors évidemment, ce qui rend la chose plus gênante, c'est que ces oppositions dans une situation où on s'achemine vers la Seconde Guerre mondiale, la montée du fascisme, le Troisième Reich, et la capitulation des démocraties sur beaucoup de dossiers, en particulier l'Espagne et la Tchécoslovaquie. Bien sûr, dans cette situation, on n'a pas affaire à des coopérations d'opposition anti-soviétique en URSS, mais forcément, elles sont liées à une conjoncture internationale dans laquelle, évidemment, j'ai envie de dire, il faut choisir son camp. Et dans ce domaine-là, évidemment, on se retrouve dans des situations extrêmement
disons, désagréables, qui peuvent, bon, néanmoins, expliquer que les convergences que l'on peut retrouver à l'intérieur de l'URSS de toutes les oppositions convergent avec des alliances, alors tactiques certes, mais des alliances, des convergences avec des pouvoirs, avec des puissances qui ne sont évidemment pas engagées sur la voie du progrès social et humain. Voilà. Ben oui, donc oui, bon, on en est là. Hein. Alors c'est assez étonnant parce que tous ceux qui critiquent l'URSS pour le fameux pacte Ribbentrop-Molotov se retrouvent finalement attaqués sur ce terrain bien avant ce pacte, puisque je rappelle quand même que ce pacte a été conclu in extremis parce que toute autre alternative avait été bloquée, en particulier par la France et l'Angleterre, avec le rôle de la Pologne en plus, dans cette évolution, mais que, si j'en crois le livre, justement, Le vol de Piatakov, les convergences avaient commencé bien avant dans le camp d'en face. Quoi. Oui, tout à fait. Et surtout, Voilà. il n'était pas habilité à négocier en tant qu'État, Oui, c'est ça, en plus. un État peu Voilà, reculé, voilà c'est ça. un État encerclé a le droit de reculer, de toute façon. Voilà. Alors, évidemment, bon, moi, je mettrai aussi le livre Le vol de Piatakov en relation avec un événement, enfin un processus un peu éloigné géographiquement, mais c'est aussi, aujourd'hui, on découvre quand même que la guerre civile en Espagne, avec la légende des méchants staliniens qui ont tué la vraie révolution espagnole, elle prend l'eau aussi, parce qu'on découvre que les ultra-révolutionnaires espagnols étaient au moins manipulés par des forces qui étaient plutôt de l'autre côté du front. Et là, si je peux me permettre, il y a eu aussi non-réponse de Jean-Jacques Marie quand Agnella Croiz a sorti tout le dossier de police franquiste de André Onine, le dirigeant du POUM, avec oui. notamment il y avait même des échos en France avec les archives nationales. C'est toujours pareil, hein, ils répondent soit par l'injure, soit Oui, en c'est ça. parlant d'autre chose. Ça, c'est très gênant. Et puis, alors, bon, je terminerai là-dessus en mentionnant quand même que le rôle des trotskistes pendant la Seconde Guerre mondiale dans le combat antifasciste est loin d'être évident en France ou dans beaucoup d'autres pays. Alors, je sais bien qu'ils ne représentaient pas une force de premier ordre parmi toutes les forces existantes à l'époque dans la résistance, en particulier, évidemment, les communistes, mais néanmoins, ça va parfois un peu plus loin. Hein. On entend quand même, on a vu des choses qui sont pour le moins compromettantes pendant l'occupation, quand on renvoyait dos à dos les soldats allemands et les soldats alliés. Bon, là, on se dit quand même qu'ils ont pour le moins loupé le coche. Hein. Donc voilà, et c'est un fait. Donc, a priori, je me réjouis que ton livre soit sorti, dans la mesure où il révèle quand même des questionnements qui, s'ils ne vont pas donner lieu à un débat dans l'immédiat, vont de toute façon provoquer un débat, une réflexion sur le plus long terme, et ça ne peut être que salutaire. J'attends avec impatience une critique rationnelle de ce bouquin. Bon, je suis impatient, mais c'est possible. Mon impatience va prendre beaucoup de temps. Ma patience va être sans doute mise à rude épreuve, mais bon, peu importe, on fait comme ça et on attend. Alors voilà, bon, je ne sais pas. Voilà mes réflexions générales sur les 900 pages. Hein, donc, exactement, oui, tout à fait. c'est assez rapide comme réflexion. Ouais. Mais bon, sinon, on sera là encore demain. Oui, alors, justement, on avait centré là, cette rencontre aujourd'hui sur l'idée qu'on parle des articles de Trotsky, qui sont bien de ses mains, hein, qu'on peut trouver tous les originaux qui sont publiés d'ailleurs en français. Ils ont tous été traduits. Tout n'est pas traduit de Trotsky, mais ça, c'est traduit en français. Si je vais partager mon écran et comme ça, on va aller voir s'afficher pour voir ce qui est en ligne. Donc, alors, oui. Oh là là, c'est terrible parce qu'il y a une histoire de... Oui. On va commencer par celui-ci. Donc, la question ukrainienne, 22 avril 1939, ça c'est son premier. Vous le trouvez sur le site marxiste.org, c'est en français.
L'indépendance de l'Ukraine et les brouillons sectaires, 30 juillet 1939, là, Trotsky répond en fait déjà à une critique qui émanait de son propre camp, en fait, Oui. de ses partisans pour qui ça passait quand même pas. Là, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Bon, alors les féodaux démocratiques et l'indépendance de l'Ukraine, 5 août 1939. Et le dernier, Staline, celui qui tient temporairement l'Ukraine, septembre 1939. Voilà, c'est quand la guerre a déjà commencé, en fait. Voilà. Et que le sort de l'Ukraine se joue là directement, pour le coup. Exactement. Donc les voilà. Donc, écoute, alors peut-être, qu'est-ce que tu. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie quand même des arguments, des contradictions au sein même du trotskisme, parce qu'il faut quand même le savoir, c'est que Piatakov, en janvier 1937, avait parlé du fait que Trotsky négociait déjà avec les Allemands sur l'Ukraine et qui demanderait l'indépendance de l'Ukraine, précisément, pour qu'il l'accorderait aux Allemands. À l'époque, ça paraissait une application complètement fantaisiste parce que Trotsky n'avait jamais joué cette carte-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il la joue justement en avril 1939, alors que les procès de Moscou ont montré que la plupart de ses partisans avaient été démasqués et peut-être d'une certaine manière, la répression avait été beaucoup plus sévère par rapport aux réels partisans trotskistes et réels partisans d'un coup d'État. Mais c'est sûr que, bon, d'une certaine manière, il y avait beaucoup moins de partisans forcément au sein de l'Union soviétique. Mais il joue néanmoins cette carte, et il la joue d'une certaine manière. Je pense qu'il n'a plus beaucoup de cartes à jouer. C'est une manière de dire, à mon avis, aux gens avec qui il négocie, je suis toujours là, je peux toujours jouer un rôle. Enfin, je ne sais pas comment l'interprètes-tu. Alors moi déjà, je trouve évidemment ces articles de 1939 particulièrement surprenants, a priori, hein, ensuite on comprend la logique, mais surprenant si on compare ce qu'a fait Trotsky en Ukraine alors qu'il était le chef de l'armée rouge. Je veux dire, il est quand même un de ceux qui a créé une politique militaire, enfin, mener une politique militaire en Ukraine particulièrement dure d'ailleurs, pour que les bolcheviks, que l'Ukraine bolchevique prenne le dessus à la fois sur les Blancs et les interventions étrangères et sur les différentes tentatives de créer un État indépendant ukrainien. Y compris aussi d'ailleurs la répression contre les anarchistes, hein, pas seulement donc contre les indépendantistes nationalistes, disons de droite ou de centre-droit, mais aussi contre l'extrême gauche ukrainienne. Donc on voit ce Trotsky-là 20 ans plus tard. Alors je rappelle que Trotsky est lui-même originaire d'Ukraine, donc il connaît alors d'une Ukraine un peu russifiée, d'une partie de l'Ukraine un peu russifiée plutôt que ukrainifiée, mais enfin c'est quand même quelqu'un qui vient de ce terroir et qui a donc une certaine connaissance de ce qui se passe, de la réalité, enfin de la société en Ukraine. Donc ça, c'était un point intéressant parce que du coup, effectivement, les 4 articles sur l'indépendance de l'Ukraine de 1939 peuvent sembler tomber comme des cheveux dans la soupe et sont à ce titre intéressants. Alors bon, le contenu de l'article, des articles plutôt, j'aurais tendance à dire, n'est pas particulièrement profond, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très répétitif, que l'Ukraine a le droit à l'autodétermination, l'Ukraine a le droit à l'autodétermination, mais en fait, on n'a pas du tout d'analyse de la situation concrète en Ukraine. Ça a l'air très incantatoire. Et ça lui ressemble, hein, ça ressemble beaucoup. Oui, mais non, mais d'accord, oui, c'est vrai. Mais enfin, a priori, quand on aborde. Quand on est une position pareille, oui, c'est vrai qu'il faut la justifier. Oui. Aussi nouveau, entre guillemets, dans sa bouche, en même temps sur un territoire qu'il connaît bien, puisqu'il y est né et il y a, si je peux dire, sévi dans les années 19-20, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu plus que de l'incantation. D'autant plus, et il le laisse entendre, que finalement, les forces dites révolutionnaires en Ukraine, c'est-à-dire celles qui seraient de son côté, sont quasi inexistantes, parce qu'en fait, il ne parle
d'aucune réalité sur le territoire ukrainien qui pourrait aller dans son sens, c'est-à-dire dans la création de cette Ukraine soviétique bolchevique rêvée à la mode trotskiste, et qu'il accepte finalement de constater que ce sont les nationalistes bourgeois qui ont le monopole, si je peux dire, de l'antisoviétisme en Ukraine, de l'anti-stalinisme, de l'anti-Moscou. Oui, il est obligé de mentionner qu'il y a quand même les forces nationalistes ne sont pas spécialement bolcheviques, quoi. Oui, mais en 1939, en fait, on a deux camps, un camp, si je peux dire, montant et un camp finissant dans les forces nationalistes. On a les vieux indépendantistes ukrainiens de l'époque de la guerre civile qui, autour de Petliura, se sont repliés en Pologne et se retrouvent au sein de ce que les Polonais ont mis en place, c'est-à-dire le mouvement prométhéen qui vise justement à casser l'Union soviétique en multiples États ethniques. Et évidemment, dans l'objectif de ces prométhéens polonais, l'Ukraine occupe une place évidemment stratégique, une place de choix. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est les nationalistes finissants, ceux qui sont encore, parlons comme ça assez vite, plus ou moins démocrates à la mode, disons, des années révolutionnaires russes, plus ou moins, disons, traditionnalistes, appelons ça comme ça. Et puis, de toute façon, cette mouvance a connu, si je peux dire, son heure de gloire dans les années 20, et en revanche, dans les années 30, elle est en pleine déliquescence par rapport à la mouvance dynamique, qui est la mouvance qui voit le jour sous l'égide du fascisme général en Europe et qui se concentre en Ukraine avec la montée de l'OUN et donc d'une organisation qui ouvertement cultive tout un argumentaire ethniciste, raciste, antisémite, anti-ceci, anti-cela, sans parler évidemment de l'anticommunisme qui est, je dirais, congénital avec le nationalisme dans l'espace post-soviétique, dans l'espace soviétique, pardon, que Trotsky rêvait peut-être de voir post-soviétique. Ma langue a fourché, c'est mon inconscient qui a parlé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute revendication d'indépendance de l'Ukraine, en 1939, concrètement, veut dire que cette Ukraine-là sera pro-allemande. Oui, concrètement, le rapport de force est tel, même s'il est empaqueté derrière les masses ukrainiennes ouvrières qui vont pouvoir se libérer de la dictature stalinienne, fondamentalement, on ne voit pas ces masses ukrainiennes prolétariennes sur le terrain, on voit l'Union soviétique et les partisans d'un nationalisme montant de plus en plus lié, enfin de plus en plus en 1939, il n'est pas de plus en plus, il est lié directement à la machine allemande, allemande avant 1933 et nazie évidemment après 1933. Donc dans ce contexte-là, revendiquer l'indépendance de l'Ukraine, c'est revendiquer tout simplement le détachement de l'Ukraine et son alliance, disons, son orientation en direction de l'Allemagne, ce qui d'ailleurs est exprimé dans le texte puisque il parle d'une Ukraine qui pourrait évidemment s'élargir à ses frontières ethniques naturelles, c'est-à-dire finalement une Ukraine qui reprendrait le contrôle des territoires qui étaient alors sous domination polonaise. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que cette Ukraine-là, si elle est à la fois anti-soviétique et anti-polonaise, elle ne peut être que pro-allemande. La géopolitique. Oui, c'est logique. Je veux dire, elle est implacable. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi un certain nombre de nationalistes modérés des années 20 vont s'orienter vers le fascisme. Tous ne sont pas fascistes, mais le réalisme géopolitique pousse, disons, un démocrate bon-teint ukrainien des années 20 à penser qu'il faut jouer la carte allemande, parce que si on rêve d'une Ukraine qui s'étend grosso modo de la Volga jusqu'à presque la Vistule, avec qui peut-on la faire? Il est évident que ça ne peut être qu'avec le Reich.
Alors, et quand le Reich devient troisième Reich, eh bien, ça ne peut être qu'avec le troisième Reich. Oui, il n'y a aucune solution de continuité d'ailleurs entre le second et le troisième. C'est quasiment la même politique allemande depuis. De toute façon, oui, bien sûr, bien sûr. Sauf que, évidemment, avec le Troisième Reich, on a toutes les conceptions raciales qui sont, si je peux dire, inoculées un peu partout en Europe et en particulier dans le mouvement ukrainien, alors qui n'avait pas vraiment attendu le Troisième Reich pour y arriver. C'est-à-dire que la pensée des théoriciens du nationalisme ukrainien était déjà passablement marquée par un espèce de biologisme, ethnicisme, avant même l'arrivée de Hitler au pouvoir. Mais bien sûr que l'arrivée de Hitler au pouvoir décuple cette tendance qui, à partir de ce moment-là, prend le dessus et qui se manifestera, je dirais, dans toute sa force pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Ukrainiens n'ont en fait finalement que deux choix, ou se battre aux côtés de l'armée rouge, ou se battre aux côtés du Troisième Reich en se bouchant ou en ne se bouchant pas le nez, en étant enthousiaste ou en étant moins. Mais enfin, de toute façon, c'est à ça que s'organise, c'est vers cette direction que les choses vont. Et des enthousiastes du Troisième Reich en Ukraine, il y en a eu des oui. Puis en plus, alors, et ils rajoutaient à leur enthousiasme des éléments de sadisme et de barbarie que même les nazis trouvaient passablement barbares et exagérés, parce que les nazis en général tuaient, mais ne prenaient pas certains raffinements certains raffinements que les Ukrainiens avaient même. Oui, ça, sur le plan, oui. Et dont ont été victimes, y compris les Polonais. Hein, oui, non, bien sûr. Les Juifs, les Polonais, les commissaires politiques, les Russes et les Ukrainiens qui étaient jugés bolcheviques, bien sûr. Non, mais le raffinement de la. En fait, le summum de l'horreur pendant la Seconde Guerre mondiale fascisante en Europe, on en retrouve deux, c'est le nationalisme ukrainien et le nationalisme oustachi. Ça, c'est sans conteste pire que le modèle initial nazi le camp de Jasenovac, par exemple. Pardon ? Le camp de Jasenovac, on arrachait les yeux, on arrache les bébés des femmes enceintes, on les viole, enfin bon, toutes sortes de choses que, en général, les SS ne faisaient pas. Ils assassinaient proprement. Ces choses qu'on pourrait penser très peu chrétiennes, d'ailleurs, quelque part, il y a un point commun qui est le Reich, mais aussi peut-être aussi le Vatican, une politique diplomatique qui est celle. Il faut revoir aussi le livre de Daniel Aquarius, Le Vatican. Oui, parce qu'évidemment, bon, ça c'est cet aspect essentiel aussi. Le nationalisme ukrainien s'enracine dans la Galicie ex-autrichienne devenue polonaise, dans l'entre-deux-guerres, où il a comme point d'appui, ce qui différencie avec tous les autres nationalismes de l'URSS, il a comme point d'appui la possibilité de s'appuyer sur le clergé gréco-catholique qui dépend directement du Vatican et qui ne dépend donc pas d'une église polonaise ou autre locale. Et bien sûr que le gréco-catholicisme est un des fondements du nationalisme ukrainien moderne, ce qui d'ailleurs explique pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ancienne Galicie qui est véritablement la terre de prédilection des groupes nationalistes et ultranationalistes, à la différence du reste de l'Ukraine, où ils sont nettement moins marqués, nettement moins faibles et souvent nettement moins extrémistes si jamais on les trouve. Donc ça, c'est un élément évidemment essentiel, d'ailleurs qui remonte à avant la Première Guerre mondiale, puisque en fait les prémices du nationalisme ukrainien en Galicie se retrouvent avant la Première Guerre mondiale, lorsque les services secrets autrichiens, donc on est avant le Troisième Reich, mais on est même avant le Deuxième Reich, les services secrets autrichiens jouent la carte du nationalisme ukrainien en s'appuyant sur une grande partie du clergé
gréco-catholique de Galicie. Il s'agit là encore évidemment de contrebalancer l'influence polonaise d'un côté, mais qui existe en Galicie, puisque la noblesse est en général polonaise, la noblesse locale, et les villes sont en général polonaises aussi. Et il s'agit aussi, bien sûr, d'empêcher le développement, parce que s'est développé en Galicie un courant russophile. Alors, on est avant la Révolution russe, donc le courant russophile, il est pour la Russie du tsar, mais il considère qu'il n'existe pas de nation ukrainienne, que les Ruthènes sont en fait des Russes. Et bien sûr, donc pour les services secrets autrichiens qui se préparent à la guerre, le nationalisme ukrainien permet de contrer et la Russie et la Pologne, potentiellement la Pologne, et la Russie, bien sûr, existante à l'époque. Et d'ailleurs, c'est un peu une chose qui n'est pas directement le sujet sur lequel on parle aujourd'hui. Enfin, je rappellerai quand même que pendant la Première Guerre mondiale, les Ukrainiens, les Galiciens ruthènes pro-russes ont été massivement réprimés, en particulier le camp de Thallerhof en Autriche, où on peut voir déjà les prémices des futurs camps de concentration, vu la terreur et les méthodes utilisées par ceux qui ont quitté la scène de l'histoire avec l'image de l'impératrice Sissi, d'une Autriche bienveillante. C'est le modèle de l'Union européenne, hein, d'ailleurs. Voilà, mais quand on regarde le comportement à Thallerhof des Autrichiens, on se dit qu'on a déjà les prémices de ce qu'on va connaître dans la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Autriche n'est pas uniquement ce pays de châteaux agréables avec des drames. C'est pas que les valses. Il n'y a pas que les valses, voilà, exactement. Donc ça, il faut aussi le mentionner, parce que le nationalisme ukrainien, il commence en fait au milieu du 19e siècle, largement sous surveillance autrichienne. Bon, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il existe réellement une véritable question nationale ukrainienne qui s'est posée dès le milieu du 19e siècle, et que les Ukrainiens peuvent être considérés évidemment comme un peuple qui a été soumis, marginalisé, opprimé, etc. Mais Lénine avait permis l'enseignement de l'ukrainien. Oui, bien sûr, de toute façon. De toute façon, oui, l'Union soviétique, c'est plus la Russie. Donc évidemment, même au moment où la recentralisation des années 30 est mise de l'avant, elle garde toujours, l'Ukraine garde sa personnalité légale, et la langue ukrainienne garde un statut légal, un statut de langue enseignée, etc. Donc ça. D'ailleurs, les gens qui n'étaient pas russophones en Ukraine ont continué à parler ukrainien sous l'Union soviétique à parité avec le russe. Oui, non, mais bien sûr. Alors, on n'a pas oublié, ça n'a jamais été. Il n'y a pas une politique d'éradication comme, je sais pas, la Troisième République a eu non, mais bien sûr, le faire avec d'autres langues régionales. Le problème de l'Ukraine et de l'Ukraine soviétique en particulier, c'est qu'en Ukraine, on avait de multiples groupes ethniques qui cohabitaient. Alors, les plus connus, c'est évidemment les ukrainophones et les russophones, mais dans l'Ukraine soviétique des années 20 et 30, on avait évidemment une très forte population juive qui était yiddishophone ou russophone, mais ça dépendait des milieux. On avait des Allemands, on avait des Polonais, on avait des Tatars, on avait des Grecs, on avait des Italiens. Je pense d'ailleurs on avait des Roumains, enfin des Moldaves. On avait même une région autonome moldave qui faisait partie de la République d'Ukraine. On avait donc une multiplicité de groupes ethniques plus ou moins nombreux, plus ou moins concentrés sur des portions de territoire. Et bien sûr, il y avait des tensions interethniques, même à l'intérieur du parti communiste de l'Ukraine. Donc ça, il faut le savoir. D'autre part, il faut se rappeler que le parti communiste d'Ukraine était le résultat d'une fusion, en fait, de deux partis. Le parti communiste d'Ukraine bolchevique et le parti communiste ukrainien,
qui était issu de la mouvance qu'on appelle Borodbist. Et ces deux partis ont fusionné, mais en fait, tout au long de l'histoire de l'Ukraine, et c'est là aussi où les purges des années 30 sont un peu analysées de façon très, très schématique, parce qu'on a l'impression que tout a été éradiqué. Si on regarde bien l'histoire du Parti communiste de l'Ukraine, on voit que finalement, du début jusqu'à la fin de l'Ukraine soviétique, c'est-à-dire jusqu'en 91, on a toujours eu à l'intérieur du Parti ukrainien une fraction plutôt post-borodbiste, appelons ça, nationale, disons, pro-soviétique, mais très autonomiste, et une faction beaucoup plus, disons, russo-centrée, parce que ça représente des courants, des sensibilités qui existent dans la société ukrainienne et qui se répercutaient dans un parti qui, comme je le disais, est le résultat d'une fusion. Donc, évidemment, quand Trotsky fait ces 4 articles sur l'Ukraine, il a sans doute le souvenir de cela. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'en parle pas, parce qu'on pourrait… Dans les articles, il mentionne Borodba, je crois. Mais... Oui, il le mentionne en passant, mais en fait, l'histoire a montré qu'ils sont beaucoup plus présents qu'on l'aurait imaginé si l'URSS avait été aussi totalitaire qu'on nous l'a dit. C'est-à-dire que si l'URSS de Staline avait totalement éradiqué, ça aurait totalement disparu. Or, en fait, on constate que ça n'a jamais vraiment disparu, que ces différents courants, ces différentes sensibilités se sont manifestés jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie de l'Ukraine soviétique. J'en étais moi-même témoin quand j'étudiais en Pologne dans les années 70. J'avais une collègue d'Ukraine dont le père était membre du comité central du parti ukrainien, donc ce qu'on pourrait appeler la haute nomenclatura, et qui ne taisait pas devant les autres étudiants soviétiques qu'elle était ukrainophone, ukrainophile, que les Russes étaient quand même un peu trop présents en Ukraine, qu'il fallait un peu dérussifier cette Ukraine. Et elle disait cela avec une assurance qui ne correspond pas tout à fait à la vision totalitaire qu'on a du système soviétique tel qu'on nous l'a, parce que bon, moi j'étais même étonné qu'elle ose dire ça publiquement devant ses camarades soviétiques, mais bon, les Russes qui étaient avec elle me rigolaient et me disaient, tu sais, bon, les Ukrainiens, ils ont le sang chaud. Enfin bon, c'était pas du stalinisme répressif, c'était bon, ils ont le sang chaud, quoi, rigolant un petit peu, quoi. D'ailleurs, moi je pense aussi une anecdote d'un livre très important que j'avais publié qui s'appelle Les guerres de Staline de Jeffrey Roberts. Là, on parle pas des autonomistes bolchevisants, enfin communistes. Oui, bien sûr. On parle vraiment là des nationalistes ukrainiens, les pires des pires, mais ils continuent à sévir bien après la défaite du Troisième Reich, et il continuait jusqu'en 1952, il y avait encore des groupes armés dans certaines régions. Et la suite de l'histoire, elle apparaît quand même assez clairement après 91. C'est que tous ces SS qui défilent à Lviv après 91, alors ils sont vieux, etc. Mais la question que je pose, c'est si je pouvais défiler en 91, c'est que le NKVD ne s'est pas beaucoup occupé d'eux dans les années 40 ou 50. Pas assez, en tout cas, oui. Parce que, donc, en fait, on a finalement la politique d'éradication du nationalisme ukrainien a été assez faible, justement dans l'idée de calmer le jeu et de ne pas exacerber les blessures et les tensions. Mais rappelons-nous quand même que les plus extrémistes des nationalistes ukrainiens avaient beaucoup de sang sur les mains, et que taire les crimes qui ont été commis, l'histoire a montré que c'était peut-être une erreur qui a été faite, parce qu'on a la suite. Mais je crois aussi qu'il y a un véritable rapport de force. C'est-à-dire que tu avais des membres du Parti communiste qui étaient constamment flingués par ces gens. C'est une guerre. Oui, mais bien sûr, mais tout à fait. On avait une guerre civile, bien sûr, en Ukraine au sortir de la guerre. Alors qui, évidemment, s'appuyait aussi sur le fait qu'on avait une situation de famine au sortir de la guerre, et que donc il y avait aussi… Oui, dans toute l'URSS, oui, c'est la oui, c'est une situation dramatique à ce moment-là. Donc évidemment, il y avait des groupes armés qui parce que les armes circulaient, on était au sortir de la guerre, des groupes armés qui tout simplement faisaient du banditisme pour se nourrir, voilà. Mais bon, tout ça pour montrer que la situation en Ukraine était quand même complexe, mais que les forces bolcheviques, si je peux dire, dont rêvait Trotsky, elles, pour le coup, lorsqu'il écrit ses articles en 1939, elles ne sont
pratiquement plus présente sur le terrain, et donc toute son incantation sur une éventuelle rebolchevisation à sa façon de l'Ukraine, il ne peut pas ignorer, car il est suffisamment intelligent pour le savoir, que ce qu'il utilise comme argumentaire n'a pas de base. En Ukraine, en 1939, c'est soit le pouvoir soviétique, soit les Ukrainiens ultranationalistes liés au Troisième Reich. Donc, quand il parle d'indépendance de l'Ukraine en 1939, c'est pas comme s'il en avait parlé en 1930. Hein. C'est dans un contexte bien précis. C'est après l'Anschluss, après les accords de Munich. Voilà. Et puis, avec un nationalisme ukrainien encore plus exacerbé et une opposition trotskiste qui est quasiment inexistante sur le terrain. Donc, de toute façon, son argumentaire est un argumentaire qui laisse la porte ouverte, effectivement, à l'idée que on va laisser l'Ukraine aux Allemands et en échange de quoi on va essayer de négocier quelque chose sur le reste du territoire soviétique. Alors, effectivement, comme tu le dis, c'est plutôt la vision d'une alliance tactique. Bien sûr que Trotsky n'est pas stupide et comprend bien que Hitler ne peut jamais être un allié stratégique d'un projet soviétique quel qu'il soit, y compris le sien, et que par ailleurs, lui-même et beaucoup de ses amis étant d'origine juive, il n'a évidemment aucune illusion sur le caractère antisémite du nazisme. Il ne faut pas évidemment faire de Trotsky un allié d'Hitler qui se serait tout simplement retourné aveuglément. Mais évidemment, il a essayé sans doute très certainement de jouer une carte pour montrer effectivement, comme tu disais, qu'il existait toujours et que finalement, c'était peut-être plus important à ses yeux de récupérer le pouvoir sur une partie de l'URSS que de défendre l'URSS en soi si celle-ci devait être stalinienne, pour reprendre son vocabulaire. Et je pense que c'est ça la question, c'est que quel était l'ennemi principal et quel était le moindre mal aux yeux de Trotsky. Alors j'ai l'impression qu'en 1939, l'ennemi principal, c'était Staline, et le moindre mal, c'était tout ce qui pouvait attaquer l'URSS, quel qu'il soit. Alors ensuite, on porte les jugements moraux que l'on veut sur la question, mais ce n'est pas la moralité qui nous intéresse ici, c'est tout simplement le jeu politique, la logique politique, et soutenir l'indépendance de l'Ukraine en 1939, c'est aussi illusoire, parce que c'est ça aussi qui m'étonne, c'est en quoi ces 4 articles peuvent-ils soulever le moindre intérêt hors du camp trotskiste, vu les rapports de force. Et en particulier, j'imagine que les rapports diplomatiques allemands envoyés sur ces 4 articles n'ont pas dû retenir une attention extraordinaire des nazis, au sens où, pour eux, de toute façon, Trotsky n'est pas une force fondamentale. Pendant la guerre d'hiver, des gens vont avoir l'idée d'utiliser Trotsky. Alors, il faut savoir qu'il refusera, mais Mannerheim, en Finlande, au moment où les Soviétiques, eux, ont leur champion qui est Kouzinen, du Parti communiste finlandais, bien sûr, et ont une sorte de gouvernement provisoire. Mannerheim a l'idée de dire nous allons faire un gouvernement provisoire soviétique avec Trotsky à sa tête. Donc, Trotsky il a refusé, il faut quand même reconnaître, mais ça veut dire qu'il était quand même dans les papiers. Oui, de ces gens-là, quoi. Mais oui, alors avec quand même cette différence, c'est que Mannerheim, il est finlandais, et que la Finlande a fait partie de l'Empire russe, et donc les Finlandais sont en quelque sorte plus accoutumés à l'idée de toute la mosaïque de l'Empire russe que les Allemands. Ce qui ne veut pas dire évidemment que les Allemands ne cherchent pas à jouer toutes les cartes possibles qui affaiblissent ou qui fragmentent l'URSS, mais je pense que Mannerheim, et la Finlande étaient plus proches de la compréhension de ce qui pouvait être utile ou pas efficace dans le monde russe et soviétique, si je peux dire, par expérience personnelle, tout simplement.
Voilà, donc je pense que en fait, Trotsky fait des offres de service, si je peux dire, Oui, c'est comme ça, à tous ceux qui peuvent l'aider à remonter sur le cheval, si je peux dire. Bon, alors, mais je pense que finalement, en 1939, il est déjà un joueur extrêmement affaibli. Déjà grillé. Et à la rigueur, quand on connaît le Trotsky des années de gloire, malgré tout, hein, quoi qu'on pense de ce qu'est le trotskisme, il y a quand même eu un grand Trotsky à un moment de l'histoire, j'ai envie de dire, ça se termine quand même de façon pitoyable. Hein. Oui. Alors, ça se termine évidemment de façon pitoyable aussi avec Mercader, c'est pas non plus quelque chose de très glorieux, mais c'est quand même assez pitoyable dans le camp trotskiste aussi. Et le fait que les archives de Trotsky ont été à ce point fermées, parce que je peux comprendre, comme le disent les trotskistes, qu'elles n'étaient pas ouvertes à tout le monde pour des raisons de sécurité, etc. Mais elles étaient fermées comme n'ont jamais été fermées des archives. C'est-à-dire que même les plus fidèles parmi les fidèles n'y avaient pas accès pendant plusieurs décennies. Juste Isaac Deutscher et Jean Van Engenhoff. Ah oui, c'est quand même très peu. Je veux dire, moi, on aurait pu s'attendre à ce que, je sais pas, il y a une centaine de trotskistes au moins qui auraient pu y avoir accès. Le fait que tout cela ait été à ce point verrouillé laisse aussi penser quand même que on savait qu'il y avait dans ces archives des choses, disons, qu'on préférerait ne pas avoir à publier pendant le maximum de temps. D'ailleurs, elles ont été expurgées de la correspondance. C'est pour ça que il y a quelque chose qui est resté. Donc, quand on a c'est très difficile d'expurger les archives. Voilà, exactement. C'est quasiment impossible. Et ça, je pense que ceux qui ont pris cette décision en étaient conscients. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelques traces. Il vaut mieux pas laisser le loup dans la bergerie parce qu'on va y trouver quelque chose ici ou là. Hein. Mais je pense que si on se remet dans la position de ces gens à cette époque, ils étaient persuadés que de toute façon, ils jouaient leur dernière carte. Et ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'est le rapport Khrouchtchev et le renouveau du Trotsky sous des airs romantiques qui a marqué toute une génération. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu les représentants de ces gens-là qui nous répondent systématiquement à côté, qui ne veulent pas le répondre sur les faits. Oui. C'est des gens qu'on connu dans leur jeunesse. C'est pour ça que je ne leur en veux pas personnellement. Je comprends qu'ils se sont tellement enthousiasmés pour la figure du Trotsky qu'on leur a présenté comme un héros romantique, effectivement, cheveux au vent. Oui, c'est ça. C'est difficile, non, mais ça, c'est certain, évidemment, que c'est extrêmement, blessant d'imaginer que la personne pure et dure combattant ce méchant et sordide Staline ait pu imaginer des alliances, des rapprochements, des convergences selon un mode qui était réservé aux staliniens, si on se place évidemment du point de vue trotskiste. Hein. Finalement, oui, mais encore, c'est pas la même chose, parce qu'il y a un fort point commun entre Staline et le pacte germano-soviétique et Brest-Litovsk. C'est un État qui négocie, qui doit mais bien sûr. C'est vraiment pas la même chose que de parier sur un État contre un autre quand on est une fraction. Exactement, mais c'est pire. Oui, bien sûr que c'est pire. Voilà. C'est ignominieux, c'est ignominieux. Voilà, mais le problème, c'est que quand on est pur et qu'on découvre qu'on a fait pire. Le pacte germano-soviétique, heureusement qu'ils l'ont fait. Non, mais ça, je pense que c'est clair. D'ailleurs, on n'a qu'à lire les discussions de Staline avec le bureau politique juste au début de la Seconde Guerre mondiale. On voit bien qu'il s'agit d'une analyse rationnelle des faits et que Staline confirme, il est en petit comité, donc ça va pas sortir de ce petit comité. Il confirme dans ses discussions que l'Union soviétique préférait d'autres alliances, hein, mais que c'est la faute aux Anglais et aux Américains et aux Français. Et que dans cette situation-là, il s'est senti obligé. Non, mais même ce que je ne comprends pas souvent, c'est que les trotskistes reprochent ça aux communistes, mais l'URSS a vaincu le fascisme alors qu'elle n'était pas seule et a perdu 27 millions de morts.
Alors, ce qu'ils auraient voulu, c'est qu'elle batte le fascisme tout seul. Alors, il aurait fallu faire. Ça aurait été Ça aurait été impossible, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est évident. Non, non. Là, on est dans le romantisme le plus total. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses sont ce qu'elles sont. Alors, cela étant, j'ai vu que un des articles de Trotsky sur l'Ukraine est reparu dans une des publications du NPA au moment du Maïdan. Et je me suis dit, bon, ben voilà, il a quand même fait des petits. C'est-à-dire que peut-être que cet article-là a expliqué pourquoi une grande partie de la mouvance trotskiste a tout d'un coup éprouvé une telle tendresse à l'égard d'indépendantistes fascisants dans les rues de Kiev de 2014. Et là, je dirais, c'est l'héritage funeste de cet article. S'il a pu mener à cela en 2014, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire, oui. Et c'est vrai que ça a des conséquences encore aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, oui, parce enfin, c'est le moment où on a la 4e internationale qui soutient avec une naïveté confondante. Ou peut-être aussi des calculs, les soi-disant révolutionnaires démocrates en Syrie. Ensuite, on a le Maïdan, donc on a vraiment la totale, en fait, en termes de cynisme ou de naïveté, ou les deux. Hein. Oui, oui. C'est aussi pour ça qu'ils ne représentent plus rien au niveau international. Je crois que vraiment, là, on peut parler de faillite. Hein. Oui, c'est ça, oui, oui, ça, c'est vrai. Et en fait, si on regarde les choses avec recul, c'est même triste, parce que finalement, on aurait pu souhaiter que cette mouvance rejoigne, si je peux dire, le camp du progrès. Et puis, il y a quelques adjournaments. Pardon ? Il y a quelques adjournaments, mais voilà, c'est ça. Ils n'en seront pas capables, non, je pense pas. Mais c'est ça le problème, oui. Alors, à quelques individus près, effectivement, oui, voilà, c'est ça. C'est finalement pitoyable comme fin. On aurait pu espérer mieux. Hein. Mais l'histoire à titre personnel, à titre humain et à titre intellectuel, beaucoup de trotskistes sont des gens d'une assez grande valeur, il faut le reconnaître. Je parle aujourd'hui, hein, parfois, je parle de valeur morale ou intellectuelle, hein, je ne parle pas de leurs opinions, mais on sent que, bon, ils sont des gens convaincus, ils ont un cerveau qui fonctionne. Bon, on aurait pu souhaiter une évolution moins suicidaire, en fait. Je pense qu'il y a des fondamentaux qui font que ça. Hein. Oui, c'est ça, effectivement, voilà, c'est ça. C'est là où ça dépasse l'intelligence humaine, en fait. C'est la psychologie, les fondamentaux. Exactement, oui. Alors qu'au contraire, le mouvement communiste est résilient depuis la chute du mur, mais au contraire, alors, il est en train de revenir très fort. Et puis oui, c'est ça, oui, bien sûr. Même la FSM, par exemple, qui fonctionne très bien. Oui, bien sûr. Elle est quasiment disparue. Au contraire, maintenant, ça devient une référence. Enfin, il y a plein de signaux qui montrent au contraire. Voilà, et puis beaucoup de partis communistes sont puissants. Et il y en a pas. Le grand échec des trotskistes après 91, c'est d'avoir cru que dans la foulée de la fin de l'URSS, ils allaient récupérer les débris de ce qu'ils appelaient le stalinisme, qui allait les rejoindre. Et ils ont fait beaucoup dans cet effort, que ce soit la 4e internationale, lutte ouvrière ou tout ça. Ils ont beaucoup fait d'efforts pour essayer de récupérer les ex-membres des PC des différents pays. Et ça a été un lamentable échec, au final. Écoute, on va terminer y compris sur cette note d'espoir, parce que justement le mouvement communiste, lui, n'a pas ce genre de bâton dans les roues. Donc, voilà. Non, c'est ça. Donc, moi, j'ai été vraiment ravi de discuter avec toi, parce que c'est très intéressant d'avoir cet éclairage, évidemment, sur le long terme à propos de ces pratiques, et puis du règle en règle générale. Et puis n'hésite pas, si tu veux intervenir sur d'autres sujets, on le fera pour des choses à d'autres occasions, bien sûr. Bon, très bien. Merci à vous qui nous suivez. Allez, merci.